La pluie tombait en un véritable déluge. Un rideau d'eau opaque, s'abattant violemment depuis le ciel d'Île-de-France. Au moment où sa voiture fut percutée et projetée au loin, le son qu'Aélis entendit ne fut pas le hurlement de la tôle froissée, mais le craquement écœurant de sa propre rotule se fracassant. Un bruit semblable à celui d'un pas sur une fine couche de glace en plein hiver sec mais étouffé. Son corps fut violemment retenu par la ceinture de sécurité, mais l'inertie projeta son front contre le volant. Un liquide chaud coula de son arcade sourcilière, glissant dans ses yeux et brouillant le monde. Les essuie-glaces continuaient leur balayage mécanique et futile. Aélis prit 3 secondes pour confirmer qu'elle était toujours en vie. Sa jambe gauche était coincée par la portière déformée de sa berline. Une ancienne blessure à son genou avait complètement cédé sous l'impact. Elle sentait le sang imbiber son pantalon, une sensation tiède aux allures de lent adieu. Instinctivement, elle chercha son téléphone. L'écran était à moitié brisé, mais brillait encore. Le premier nom de sa liste de contacts apparut Gauvin Vasseur. Son pouce resta suspendu au-dessus du nom pendant 5 longues secondes. Puis elle posa le téléphone, face contre sa cuisse. Elle ne pouvait pas passer cet appel. C'était la règle d'or de leurs 5 années de mariage. Gauvin Vasseur était un général de corps d'armée, commandant d'un pôle interarmé majeur à l'Hexagone Ballard. Il avait été très clair. Toute communication personnelle était formellement interdite pendant ses heures de service. Aucune exception, sous aucun prétexte. Aélis se rappelait l'expression de Gauvin lorsqu'il avait prononcé ces mots. Ses traits étaient figés dans une froideur indiscutable, comme s'il donnait un ordre militaire. En 5 ans, Aélis n'avait jamais enfreint cette règle, ni lorsqu'elle avait été transportée aux urgences à 3 heures du matin pour un ulcère hémorragique, ni le jour de l'anniversaire de la mort de son père, lorsqu'elle s'était agenouillée seule sous la pluie toute la nuit devant une tombe au cimetière du Père-Lachaise. Elle n'avait jamais composé ce numéro. Aujourd'hui ne ferait pas exception. La pluie formait une cascade masquant tout à l'extérieur de la vitre. Aélis tenta de bouger sa jambe gauche. Une douleur fulgurante fit perler une sueur froide sur son front. Elle serra les mâchoires et utilisa sa main droite pour essayer de repousser la tôle tordue de la portière. 2 de ses ongles se retournèrent mêlant son sang à l'eau de pluie dans une lutte silencieuse et dérisoire. À cet instant, une femme trébucha hors de l'autre véhicule, ouvrant sa portière avec fracas et courant sous la pluie battante. Elle était jeune, vêtue d'un trench-coat beige, parfaitement coupé. Ses longs cheveux étaient plaqués contre son visage par la pluie. Son maquillage coulait, mais cela ne parvenait pas à dissimuler un visage d'une beauté exquise, presque cruelle. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas vu le feu rouge, » sanglota-t-elle. Mais ces mots ne s'adressaient pas à Aélis. Elle était au téléphone. À travers son pare-brise brisé, Aélis regarda la femme trembler en pressant l'appareil contre son oreille. Sa voix était douce et sucrée, un mélange de coquetterie et d'appel au secours. « Gauvin, j'ai eu un accident. J'ai si peur. Il pleut tellement fort et je suis toute seule. Tu peux venir. » Le prénom de Gauvin fut comme un pic à glace, transperçant le tympan d'Aélis pour se planter directement dans son cœur. Ses doigts cessèrent d'essayer de repousser la carrosserie. Le sang continuait de couler. La pluie continuait de tomber. Et la femme, à l'autre bout du fil, continuait de murmurer le nom de son mari. Soudain, Aélis ressentit un silence profond. Le grondement de la tempête, le ronronnement du moteur, les pleurs de la femme, tout fut englouti par un immense vide. Le seul son qu'elle percevait était celui de son propre rythme cardiaque, boum boum boum, chaque battement plus lent et plus froid que le précédent. Elle ne connaissait pas cette femme, ou plutôt si, Mélusine Tissot, une influenceuse voyage suivie par 3 millions d'abonnés, l'ambassadrice spécialement nommée pour le programme de rayonnement du patrimoine militaire du commandement, l'égérie du projet de préservation historique de Gauvin. Aélis avait vu sa photo sur les affiches du gala de fin d'année du ministère, dans un dossier sur le bureau de Gauvin et dans les notifications sur son téléphone personnel. « As-tu vu la proposition d'itinéraire d'aujourd'hui » Elle avait vu ce genre de message de nombreuses fois, et à chaque fois elle s'était convaincue que ce n'était que du travail. Mais une simple collaboratrice pleurerait-elle en appelant Gauvin au beau milieu d'une pluie torrentielle? Une collègue pourrait-elle joindre ce numéro formellement interdit à toute communication personnelle? Une courbe étrange se dessina sur les lèvres d'Aélis,
une grimace entre le sourire et le rictus de douleur. 15 minutes. Aélis avait compté. Lorsque le grand SUV blindé noir fendit le rideau de pluie, elle venait d'atteindre 917 secondes. Le véhicule était une bête sombre glissant sur les flaques soulevant des gerbes d'eau à hauteur d'homme. Il s'arrêta avec une précision chirurgicale, juste à côté de Mélusine. Aélis reconnut le SUV. Il portait des plaques gouvernementales et la discrète cocarde tricolore sur la portière, l'identifiant exclusif des déplacements du général. La portière s'ouvrit et la silhouette de Gauvin émergea dans la tempête. Il était grand avec les épaules larges et l'allure hiératique d'un homme de pouvoir. Même vêtu d'une simple chemise gris anthracite, il dégageait une présence écrasante, presque étouffante. La posture d'un soldat est toujours droite et même sous le déluge. Sa démarche restait calme et assurée. Son regard se verrouilla sur Mélusine, sans une once d'hésitation. Aélis le regarda s'approcher de la jeune femme en 3 longues enjambées. Elle le regarda enlever son propre manteau d'officier noir avec ses étoiles discrètes et l'enrouler autour des frêles épaules de Mélusine. « Je t'avais dit de demander à ce qu'on t'assigne un chauffeur », résonna la voix de Gauvin à travers la pluie. Elle était basse teintée d'une légère colère, mais avec un courant de complaisance impossible à ignorer. Mélusine se blottit dans le grand manteau, les larmes aux yeux. « Je suis désolée. Je pensais que la pluie n'était pas si forte. Monte dans la voiture. Mais je crois que j'ai percuté la voiture de quelqu'un d'autre. » Le regard de Gauvin quitta enfin Mélusine pour balayer la scène de l'accident. Il vit la voiture d'Aélis. Pour être exact, il vit la carcasse de la berline noire. Il vit le pare-brise brisé et l'avant écrasé. Mais ses yeux ne s'y attardèrent pas plus de 2 secondes avant de revenir à Mélusine. « Mon aide de camp va s'en charger. Monte, tu trembles. » Aélis était assise dans cette voiture broyée. Sa jambe gauche était toujours coincée. Sa chaussure en cuir était trempée, le sang de sa jambe s'y accumulant. La pluie s'infiltrait par la vitre brisée, se mêlant au sang et tachant sa chemise blanche d'un rose pâle horrifique. Son mari se tenait à 12 mètres d'elle. Il avait vu la voiture. Il ne l'avait pas vue, elle. Ou plutôt, il avait choisi de ne pas regarder. Aélis laissa soudain échapper un petit rire. Il était si faible qu'elle l'entendit à peine. Comme une corde tendue à l'extrême pendant 5 ans, qui émettait un dernier craquement avant de rompre définitivement. Elle cessa d'essayer de se dégager de la portière. Elle s'adossa simplement au siège regardant le SUV emporter Mélusine et disparaître dans la pluie. Les feux arrière ressemblaient à 2 gouttes de sang sombre rapidement englouties par la tempête. Puis, elle prit son téléphone à moitié brisé et composa le 112. « Bonjour, un accident de la route vient de se produire au carrefour. Une personne blessée. Suspicion de fracture de la jambe. » Sa voix était aussi calme que si elle annonçait la météo. Lorsque les pompiers arrivèrent, ils utilisèrent des cisailles hydrauliques pour découper la carrosserie. Un jeune secouriste allaita en voyant la blessure à sa jambe. « Madame, pourquoi n'avez-vous pas appelé plus tôt? Vous avez perdu énormément de sang. »« J'avais oublié, » répondit Aélis. Elle fixa la lumière blanche et crut du plafond de l'ambulance. C'était exactement la même nuance de blanc que la chemise d'uniforme de Gauvin. Aux urgences, pendant qu'il recousait sa blessure, une infirmière lui demanda si elle souhaitait prévenir sa famille. Aélis réfléchit un instant et répondit qu'elle n'avait pas de famille. 37 points de suture. L'extérieur de son genou gauche nécessita 37 points. L'aggravation d'une ancienne blessure combinée au nouveau traumatisme. Le visage du chirurgien était grave. Il lui expliqua que si elle était arrivée une demi-heure plus tard, elle aurait risqué l'amputation. Aélis hocha simplement la tête, demanda un verre d'eau tempérée et avala 2 puissants antalgiques. La chambre d'hôpital était silencieuse. Dehors, la pluie s'était calmée pour devenir une fine bruine. Adossée à son lit, elle regarda son téléphone. Aucun appel en absence, aucun message. La seule chose à l'écran était la fissure d'il y a 3 heures, tel le fantôme d'un coup de foudre. Gauvin ne l'avait pas trouvée. Non, il avait trouvé la voiture mais n'avait pas reconnu la sienne. 5 ans. Ils étaient mariés depuis 5 ans, et Gauvin ne savait même pas quel modèle de voiture elle conduisait. Aélis se souvint brusquement du jour de leur mariage. Devant l'étude du notaire, Gauvin lui avait tendu un épais contrat de séparation de biens. Son expression était plus solennelle que s'il signait un traité militaire. Article 1 maintien de la confidentialité.
Le mariage ne sera pas rendu public. Article 2. Aucune ingérence dans la vie privée de l'autre. Article 3. Toute communication personnelle est interdite pendant les heures de service. Article 4. Ne pas développer de sentiments. Lorsqu'elle avait lu ce dernier article, Gauvin avait levé les yeux du papier pour croiser son regard. C'était un regard d'une froideur qu'Aélis n'avait jamais oubliée en 5 ans. Il n'y avait aucune chaleur, seulement la précaution protocolaire d'une transaction commerciale. Cela disait « Tu n'es qu'un partenaire adéquat pour cet arrangement. Ne te fais pas d'idées. » Elle ne s'en était pas fait. Pendant 5 ans, elle avait vécu comme une ombre dans leur résidence privée de Versailles, allée des Trianons. Les chemises de Gauvin étaient toujours triées par couleur sur la 3e penderie du dressing. Ses pansements gastriques étaient dans le 2e tiroir de la table de chevet à gauche. Sa tisane à la verveine devait être infusée avec une eau exactement à 82 degrés Celsius pendant très exactement 30 secondes. Aélis se souvenait de chaque détail le concernant, et Gauvin ignorait quelle voiture elle conduisait. Aélis ferma les yeux. Les antalgiques commençaient à faire effet brouillant sa conscience. Avant de sombrer dans l'obscurité, elle prit une dernière décision claire et irrévocable. Au petit matin, elle rentrerait chez elle et prendrait les papiers du divorce. À 4h17 du matin, Aélis signa sa décharge et quitta l'hôpital en boitant. Chaque mouvement de sa jambe gauche était un rappel aiguisé de l'os meurtri en dessous, mais son visage restait un masque d'indifférence. Le chauffeur de taxi lui jeta plusieurs regards dans le rétroviseur, probablement parce que son pantalon beige était maculé de sang séché, ressemblant à une fleur grotesque. « Allée des Trianons à Versailles », dit-elle. C'était leur domicile, un élégant hôtel particulier sécurisé. Elle avait géré l'intégralité des rénovations, de la température de couleur des ampoules du salon au nombre de fils des draps de la chambre. Chaque détail avait été pensé autour des habitudes de Gauvin. L'homme en question y passait en moyenne moins de 6 jours par mois. La maison était plongée dans le noir lorsqu'Aélis poussa la lourde porte en chêne. Elle n'alluma pas les lumières. Elle avança à tâtons jusqu'au bureau et ouvrit le coffre-fort. Le code était la date de naissance de Gauvin. 03111987. Elle avait autrefois pensé que c'était un geste secrètement romantique. Aujourd'hui, cela lui paraissait simplement ironique. La convention de divorce par consentement mutuel se trouvait au fond du coffre en 2 exemplaires. Elle l'avait fait rédiger par un avocat 3 mois plus tôt. À l'époque, elle hésitait encore, se demandant si elle n'était pas trop sensible, si cette froideur était le lot commun des épouses de militaires. Si tous les mariages de convenance finissaient ainsi. Cette hésitation lui semblait désormais pathétique. Aélis s'assit au bureau en acajou et alluma la lampe. La lumière jaune et chaude éclaira les pages. Le texte noir se détachait durement sur le papier immaculé. Elle prit un stylo dans le plumier. C'était le stylo-plume de Gauvin, le capuchon gravé de son matricule d'officier. Avec cette plume, elle signa soigneusement son nom. Aélis Vanneau. Ces 2 mots furent comme des clous scellant le cercueil de ses 5 années de mariage. Après avoir signé, elle reposa le stylo, s'adossa au fauteuil et fixa le plafond orné de moulures. Aucune larme ne vint. Elle avait cru qu'elle pleurerait à cet instant. Au cours des innombrables nuits où elle avait attendu seule le retour de Gauvin, elle avait imaginé cette scène 1000 fois. Elle pensait qu'elle s'effondrerait, qu'elle éprouverait des regrets qu'elle supplierait peu, être pour une dernière chance. Mais là, elle ne ressentait absolument rien. C'était comme l'os brisé dans son genou. Lorsque la douleur devient trop extrême, la sensation elle-même disparaît. Quand le mal est si profond, on ne pleure plus. Elle se leva et boita jusqu'au vaste dressing. L'espace était immense. À gauche, 3 portants entiers regorgeaient des chemises costumes sur mesure et tenues de cérémonie de Gauvin, le tout méticuleusement organisé et à l'abri de la poussière. À droite, il n'y avait qu'une demi-penderie consacrée à ses propres affaires. Ce n'était pas qu'elle possédait peu de choses, mais la première fois que Gauvin avait vu ses robes prendre trop de place, il avait froncé les sourcils. Depuis, Aélis ne gardait ici qu'une dizaine de pièces de saison, reléguant le reste dans la chambre d'amis. Elle regarda les vêtements. Des soieries Hermès, des cachemires Loro Piana, chaque pièce choisie avec soin. Les couleurs n'étaient jamais trop vives, les coupes jamais trop audacieuses, car Gauvin avait un jour décrété qu'en tant qu'épouse d'un officier supérieur,
Elle devait veiller à son image publique. Elle n'emporta rien. Elle fit demi-tour et se rendit dans la remise. Dans un coin, elle extirpa un objet qui détonnait totalement dans ce décor, un sac de randonnée alpin de 65 litres. Le tissu gris noir était usé et délavé, et une boucle métallique sur la bretelle était oxydée. Il datait de ses années universitaires. Elle avait été une brillante étudiante en géologie à la Sorbonne. L'année de son master, elle avait obtenu une bourse pour une expédition d'études en haute altitude au Népal. Mais une semaine avant son départ, la nouvelle était tombée. Son grand-père lui avait arrangé un mariage avec Gauvin Vasseur, une alliance digne de notre rang et plus importante que d'aller escalader je ne sais quelle montagne, avait tranché le patriarche. Elle y avait renoncé. Aujourd'hui, le sac à dos était de retour entre ses mains. Aélis l'ouvrit et y fourra quelques vêtements de rechange confortables, son passeport un disque dur et son vieil exemplaire corné du traité de géologie des environnements extrêmes. Et c'était tout le reste. Les bijoux de la place. Vendôme les sacs de créateurs, les cadeaux formels envoyés par l'assistante de Gauvin pour Noël, elle les laissait derrière elle. 5 années de mariage. Et tout ce qu'elle emportait ne remplissait même pas un sac de randonnée. À 5h40, avant que le ciel d'Île-de-France ne s'éclaircisse, Aélis jeta un dernier regard au salon. Sur la table basse, trônait la tisane à la verveine qu'elle avait préparée la veille, maintenue au chaud dans un thermos. Un post-it y était collé, 82 degrés Celsius 30 sec. C'était un rituel quotidien. Dans le réfrigérateur se trouvaient des repas préparés allégés en sel pour toute la semaine. Les pansements gastriques du 2e rayon de l'armoire à pharmacie venaient d'être réapprovisionnés. Les traces de son existence imprégnaient chaque recoin de cette demeure. Pourtant, Gauvin ne les avait jamais remarqués. Aélis referma la porte sans un regard en arrière. Elle ne prit même pas la peine de la verrouiller. À partir d'aujourd'hui, cet endroit n'avait plus rien à voir avec elle. À 6h, elle traîna sa jambe blessée dans un taxi. « Pour où ?» demanda le chauffeur parisien. Aélis réfléchit une seconde et nomma un endroit où elle n'avait pas mis les pieds depuis 5 ans. Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, terminal international. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Gauvin Vasseur était assis dans sa voiture. Après avoir déposé Mélusine à son appartement du 8e arrondissement, il était resté seul un long moment. La pluie s'était arrêtée, ne laissant que quelques gouttes éparses sur le pare-brise. Il se pinça l'arête du nez, envahi par une vague de fatigue. Le coup de fil de son aide de camp retentit. « Mon général, l'autre véhicule de l'accident a été pris en charge. Le propriétaire est une femme. Ses blessures n'étaient pas graves. Elle s'est rendue d'elle-même aux urgences. Bien reçu. » La voix de Gauvin était monocorde, comme s'il réglait un détail administratif. Il raccrocha, démarra le moteur et prit la direction de l'Hexagone Ballard. En chemin, il jeta un œil à son téléphone personnel. Aucun message d'Aélis. C'était habituel. En 5 ans, Aélis ne lui avait jamais envoyé de message tard, le soir ne l'avait jamais dérangé au ministère. Elle était comme une machine bien programmée, précise, silencieuse et ne tombant jamais en panne. Parfois, Gauvin en oubliait même qu'il était marié. Il n'y avait jamais vu le moindre problème. Jusqu'à ce qu'il rentre à l'allée des Trianons 3 jours plus tard. C'était une occasion rare. Gauvin avait terminé une inspection de terrain plus tôt que prévu et avait décidé de passer se changer. Au moment où il poussa la porte, sa première pensée ne fut pas qu'il était rentré, mais que l'odeur n'était pas la bonne. Quelque chose manquait dans l'air. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Peut être le parfum d'un plat mijoté ou la subtile odeur de propre de la lessive. Ou peut être juste la chaleur d'une présence humaine. Il entra dans la cuisine. La tisane dans le thermos était glacée, la condensation, formant un brouillard à l'intérieur. Les repas dans le réfrigérateur n'avaient pas été remplacés. L'évier était immaculé sans aucun signe d'utilisation récente. Il fronça les sourcils, sortit son téléphone et composa le numéro d'Aélis. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Gauvin fixa l'écran pendant 3 secondes, puis rappela. Même message. Ses sourcils se froncèrent davantage non pas d'inquiétude, mais d'une sensation de perte de contrôle. Il n'était pas habitué aux imprévus dans ses plans. Il marcha jusqu'au bureau et remarqua la lampe encore allumée. Sur le sous-main en cuir reposait un document.
Convention de divorce par consentement mutuel. Signé. Seule sa partie à elle l'était. Gauvin prit le document et le lut 3 fois. Sa première réaction ne fut ni le choc, ni la douleur, mais un étrange mécontentement semblable à celui d'un officier découvrant qu'un soldat a déserté son poste sans permission. « Quelle est encore cette comédie ?» pensa-t-il. Il reposa le contrat sur le bureau et envoya un message crypté à son aide de camp, localiser la position actuelle d'Aélis Vanneau. Il ne pensait pas que c'était grave. Depuis 5 ans, Aélis n'avait jamais bravé une seule de ses directives. Elle reviendrait. Mais il vérifia ensuite le dressing. Les robes Dior étaient là. Les bijoux Cartier étaient dans leurs écrins. Même le bracelet qu'il lui avait offert trônait parfaitement sur son présentoir en velours. Seul un vieux sac à dos de randonnée avait disparu, ainsi que la femme elle-même. Il ignorait qu'Aélis possédait un sac de randonnée. Cette prise de conscience provoqua la première étincelle d'inconfort, comme un puzzle auquel il manquerait une pièce dont il n'aurait jamais soupçonné l'existence. C'est au 7e jour de la disparition d'Aélis que Gauvin comprit enfin qu'elle ne faisait pas un caprice. Son aide de camp enquêta durant 3 jours et revint avec un rapport. Madame Vanneau a embarqué à Roissy-CDG il y a 3 jours. Sa destination finale était Katmandou au Népal. Elle n'a utilisé aucun de ses documents d'identité nationaux depuis lors. Le Népal. Gauvin posa son stylo, une ride profonde se creusant entre ses sourcils. Que va-t-elle faire au Népal? L'aide de camp hésita. C'est flou, mon général. De plus, tous les comptes bancaires personnels de Madame Vanneau en France ont été clôturés et transférés. Sa ligne téléphonique a été résiliée et son statut de sécurité sociale a été basculé sur un régime d'expatriation internationale. Les doigts de Gauvin tapotèrent le bureau. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était une retraite tactique planifiée, méthodique, précise, ne laissant aucune trace. Mais il n'en comprenait pas la raison. Leur contrat de mariage arrivait à échéance dans 2 mois, date à laquelle il pouvait choisir de le renouveler ou d'y mettre fin. Pourquoi ne pouvait-elle pas attendre 2 mois? Continuez les recherches, ordonna-t-il d'un ton légèrement plus lourd qu'à l'accoutumée. Son adresse sur place, ses contacts, son employeur, trouvaient tout. À vos ordres, mon général. Une fois l'officier parti, Gauvin resta seul un long moment. Le bureau ministériel était silencieux, la fenêtre offrant une vue sur les platanes alignés de l'avenue. Il jeta un coup d'œil à sa main gauche. Son annulaire était nu. Il n'avait jamais porté d'alliance. Aélis ne lui avait jamais demandé de le faire. Il semblait qu'Aélis n'avait jamais rien demandé. La pensée vacilla et fut tout aussi rapidement réprimée. Il ouvrit sa messagerie sécurisée pour forcer sa concentration. Mais cette nuit-là, en rentrant à Versailles, il souffrit d'insomnie pour la première fois. Ce n'était pas parce qu'elle lui manquait, c'était à cause du silence. L'hôtel particulier était trop silencieux. Avant, quand il rentrait, même si Aélis dormait déjà, il y avait une sensation de présence. Être la vapeur du bouillon qui frémissait dans la cuisine ou la petite veilleuse du couloir laissée sur son intensité minimale ou être juste la chaleur subtile, presque imperceptible de la respiration régulière. D'une autre personne, derrière une porte fermée. À présent, il n'y avait plus rien. Gauvin se retourna, tendant machinalement la main vers l'autre côté du grand lit. Ses doigts ne rencontrèrent que le drap de percale froid, lisse parfaitement tendu. Ce côté du lit était toujours froid. Il retira sa main. Il se demanda, faisait-il aussi froid pour Aélis? Lorsqu'elle dormait ici, la pensée apparut moins d'1 seconde avant qu'il ne l'écrase. Le lendemain, à 6h, l'horloge interne de Gauvin le réveilla. Il s'assit, glissa ses pieds dans ses pantoufles et se dirigea vers la salle de bain en marbre. Il n'y avait plus qu'une seule brosse à dents dans le gobelet, la sienne d'un vert sombre. L'emplacement où trônait jadis la bleue claire était vide, laissant une faible auréole de calcaire pâle comme un timbre délavé. Le plan de vasque paraissait dépouillé. Il ne pouvait pas dire exactement ce qui manquait, mais la densité de l'espace avait changé. C'était devenu une maquette d'architecture dont on avait retiré l'âme. Il descendit à la cuisine. La tisane dans le thermos était un liquide trouble. Il ouvrit le réfrigérateur. Les plats allégés en sel qu'Aélis avait préparés 5 jours plus tôt étaient toujours là, les étiquettes datées parfaitement collées, mais la dernière rangée avait dépassé la date limite. Personne n'était venu les renouveler. Il referma la porte et mit de l'eau à bouillir.
Quand elle fut à ébullition, il prit la boîte de verveine et tenta de verser les feuilles dans une tasse. Il s'y reprit à 2 fois, mais le dosage semblait faux. Trop ou pas assez. Il n'avait aucune idée de la quantité exacte qui composait la tasse qu'il buvait chaque jour, car Aélis la lui avait toujours préparée. Eau à 82 degrés Celsius, 30 secondes d'infusion. Il connaissait les chiffres pour avoir lu le post-it des dizaines de fois. Mais il ignorait à quoi ressemblaient 82 degrés au toucher. Il essaya de se faire une tasse. L'eau était trop bouillante. La température extrême brûla les feuilles, libérant une amertume qui rendit la boisson imbuvable. Il posa la tasse et se rendit aux messes des officiers pour prendre son petit déjeuner. C'était la première fois en 5 ans qu'il mangeait aux messes le matin. En chemin, il croisa quelques-uns de ses anciens subordonnés. Ils tressaillirent visiblement en le voyant. Le général ne prenait jamais son petit déjeuner à la caserne car on s'occupait de lui chez lui. Personne ne posa de questions, mais Gauvin sentit leurs regards inquisiteurs. Il porta son plateau au visage impassible vers un coin isolé. Après 3 bouchées, il perdit l'appétit. Les œufs brouillés étaient secs, le pain trop dur, et la charcuterie écrasante de sel. Il se souvint des petits déjeuners d'Aélis, des flocons d'avoine cuits au lait d'amande jusqu'à devenir parfaitement onctueux, servis avec une compote de rhubarbe maison, acidulée et douce, conçue spécifiquement pour contrer le goût métallique qu'il avait en bouche. Au réveil, pendant 5 ans, il avait mangé près d'1 millier de ces petits déjeuners. Jamais, pas une seule fois, il n'avait dit que c'était bon. Gauvin posa sa fourchette, se leva et jeta le reste de son plateau. L'après-midi même, ses problèmes gastriques se réveillèrent. Une crampe aiguë lui tordit le centre de l'estomac. Il resta stoïque durant toute sa réunion avec l'état-major, ne s'autorisant à se plier en 2 qu'une fois de retour dans son bureau. Son front était couvert de sueur froide, sa chemise trempée dans le dos. Il ouvrit la petite boîte à pharmacie de son tiroir. Elle était vide. Aélis renouvelait toujours les médicaments ici, 1 fois par mois. Elle passait par l'entrée des familles, évitant le poste de garde principal pour réapprovisionner discrètement le bureau et la maison. Le 15 du mois était passé. Personne n'était venu. Son aide de camp, remarquant sa pâleur, courut à l'infirmerie pour lui chercher des antispasmodiques. Gauvin avala les pilules avec de l'eau froide de la fontaine, ce qui provoqua un nouveau spasme. Il n'avait plus d'eau parfaitement chambrée. Le sentiment était étrange. Ce n'était pas du manque. Il refusait de l'appeler ainsi. C'était plutôt comme une défaillance système. Sa vie, qui tournait avec une précision d'horloger, venait de perdre son système d'exploitation centrale. Il devait désormais faire face au vide qu'il n'avait jamais remarqué. Personne pour aérer la literie de saison. Personne pour faire sa valise militaire avant un déploiement avec chaque vêtement plié dans l'ordre où il serait porté. Il avait vécu 41 ans. Les 36 premières années s'étaient écoulées dans une solitude parfaitement ordonnée. Mais au cours des 5 dernières, quelqu'un s'était infiltré comme de l'eau dans chaque fissure de son existence. À présent, l'eau s'était retirée, mais les fissures demeuraient plus profondes et béantes qu'auparavant. 1 semaine plus tard, l'aide de camp apporta un dossier détaillé. Madame Vanneau travaille actuellement dans un centre international de formation au sauvetage en haute altitude rattaché à l'ONU. Son poste est stagiaire consultante en géologie. Nos renseignements indiquent que ce pôle nécessite un doctorat et 3 ans d'expérience sur le terrain. Cependant, Madame Vanneau a été acceptée à titre exceptionnel grâce à son mémoire de master à la Sorbonne et une lettre de recommandation de son directeur de thèse. Gauvin s'adossa à son fauteuil de cuir, faisant inconsciemment tourner son stylo entre ses doigts. Elle avait étudié la géologie. Elle était sortie major de sa promotion à Paris. L'année de l'obtention de son diplôme, elle avait gagné une bourse totale pour une mission sur l'Annapurna. L'aide de camp tourna la page. Mais en septembre de cette année-là, elle a cédé sa place. Pourquoi les dossiers ne le disent pas? La temporalité était celle de septembre, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, en septembre, leur rencontre arrangée avait eu lieu le 23. Le mariage à la mairie, le 11 octobre. Le stylo de Gauvin cessa de tourner. « Je vois », dit-il en fermant le dossier. « Continuez à la surveiller. Ne l'alertez pas. »« Oui, mon général. Autre chose. » Mademoiselle Tissot a appelé ce matin. Elle indique qu'il y a une cérémonie de lancement pour une initiative caritative civilo-militaire ce samedi. Elle espérait que vous y assisteriez pour marquer votre soutien.
Que le secrétariat coordonne cela. L'aide de camp sortit et le bureau retrouva son silence. Gauvin rouvrit le rapport et relut la ligne sur l'abandon de la bourse. Il y a 5 ans en septembre pour l'épouser, Aélis avait renoncé à une opportunité qui aurait pu changer la trajectoire de sa vie et il ignorait même quelle était sa spécialité d'études. Cette révélation ne le fit pas se sentir coupable. Gauvin n'avait pas encore développé la capacité d'éprouver de la culpabilité. Cela produisit seulement une légère dissonance, la sensation d'une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas. Il l'enfouit rapidement sous une montagne de dossiers militaires. 2 mois plus tard, le grand-père d'Aélis, un général d'armée à la retraite hautement respecté, fut transporté d'urgence en réanimation à l'hôpital d'instruction des armées Percy. Crise cardiaque aiguë, avec signe de défaillance multiviscérale. La meilleure recommandation du médecin en chef fut l'utilisation d'un module de réparation cardiaque robotisé récemment approuvé. Il n'existait que 3 appareils de ce type dans le pays et l'hôpital militaire en gardait un en réserve. Toutefois, étant classé comme matériel médical stratégique de défense, son utilisation nécessitait l'approbation du cabinet du chef d'état-major. Séraphine, la cousine d'Aélis, soumit une demande d'urgence le soir même. La réponse arriva 3 jours plus tard. Refusé. Le motif, le module, a été affecté à la réserve d'équipement pour le projet de rayonnement culturel du commandement. Il est programmé pour une démonstration technique dans le cadre d'un tournage et ne peut être prêté jusqu'à l'achèvement de la mission. Les mains de Séraphine tremblaient lorsqu'elle tint le document. Il lui fallut une demi-journée pour découvrir ce qu'était ce projet culturel, un documentaire militaire produit par Mélusine Tissot. Un segment visait à mettre en valeur la technologie médicale militaire de pointe. Le module avait été réquisitionné comme accessoire pour un plan serré, non pas pour sauver une vie, mais pour être filmé. Séraphine fonça à Ballard et attendit devant le bureau de Gauvin pendant 1h30. La porte s'ouvrit enfin. Mélusine sortit vêtue d'un luxueux manteau en cachemire beige, les cheveux détachés. Elle tenait un café et un doux sourire aux lèvres. Elle se raidit légèrement en apercevant Séraphine, puis composa une expression de parfaite compassion. « Séraphine, que fais-tu ici? C'est pour ton grand-père, n'est-ce pas? J'ai appris la nouvelle. Je suis tellement inquiète. » Sa voix était douce, comme celle d'une narratrice de conte. J'en ai parlé à Gauvin, mais cet appareil, il est déjà intégré à notre plan de tournage. Mais ne t'en fais pas, dès qu'on aura fini les prises de vue, on le rendra immédiatement. Ton documentaire est plus important que la vie de mon grand-père. La voix de Séraphine tremblait de rage. Les yeux de Mélusine rougirent aussitôt telle une biche effarouchée. Je ne voulais pas dire ça. Séraphine, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. C'est une situation très difficile pour moi aussi. Séraphine ne prit pas la peine de débattre. Elle la bouscula et entra dans le bureau. Gauvin était assis derrière son imposant bureau, en chaîne plusieurs dossiers étalés devant lui. Son expression était toujours aussi froide. Il leva les yeux vers Séraphine, le ton dénué de toute émotion. « Séraphine, vous savez que ce n'est pas un endroit où l'on entre à sa guise. » Gauvin, elle claqua l'avis de refus sur son bureau. « Regarde ce que tu as signé, le général Vanneau. Le grand-père d'Aélis, un ancien, à qui tu es lié par alliance, est en soins intensifs au bord de l'arrêt cardiaque. Et tu as approuvé que le seul appareil capable de le sauver soit utilisé comme accessoire par une starlette. Surveillez votre ton. » La voix de Gauvin était basse, mais portait un poids écrasant. L'allocation du matériel suit un protocole strict. La demande pour le projet de Mélusine a été soumise 10 à 7 jours avant votre requête d'urgence. Les approbations sont traitées par ordre d'arrivée et priorité de projet. Ce n'est pas quelque chose que je peux influencer personnellement. Ordre d'arrivée. Séraphine tremblait de colère. Tu es général de corps d'armée. Tu as le pouvoir d'autorisation spéciale, la vie d'un héros de guerre de 93 ans contre un accessoire de cinéma. Et tu as besoin d'un protocole pour te dire où est la priorité. Gauvin posa son stylo et la regarda le regard glacial. Premièrement, l'autorisation spéciale n'est pas un passe-droit personnel. Je ne contourne pas les règles sous prétexte de connaître quelqu'un. Deuxièmement, le projet de Mélusine sert les relations publiques du commandement et possède des numéros d'approbation officiels. Troisièmement, son regard s'attarda sur le visage de Séraphine. « Où est Aélis ?
Si elle a un problème, pourquoi n'est-elle pas venue me voir elle-même? Séraphine se figea. Un sentiment d'absurdité absolue l'envahit. Elle dévisagea Gauvin comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu ne sais pas ?» Sa voix chuta soudainement si basse qu'elle semblait retenir une inondation. « Savoir quoi? La nuit où Aélis est partie, » dit Séraphine en articulant chaque syllabe. « La nuit de la tempête. Elle a eu un accident de voiture. Sa rotule gauche a été fracassée en morceaux. 37 points de suture. Cette nuit-là, elle est restée assise seule sous la pluie pendant près de 20 minutes pendant que ton SUV blindé passait juste à côté d'elle. Il s'est arrêté pour récupérer Mélusine. » L'air dans le bureau se solidifia. Un muscle de la mâchoire de Gauvin tressaillit un mouvement si bref qu'il fut presque imperceptible. « Quand était-ce? Il y a plus de 2 mois. Tu ne sais pas. Tu ne sais vraiment rien. » Séraphine laissa échapper un rire froid et empreint d'un désespoir résigné. « Tu ne savais même pas qu'elle avait eu un accident. Pendant 5 ans de mariage, Gauvin était marié à un fantôme. » Elle tourna les talons pour partir, puis s'arrêta à la porte, sans se retourner, lançant une dernière phrase par-dessus son épaule. « Tu ne la mérites pas. » La porte se referma lourdement. Gauvin resta seul derrière son bureau, le regard flou. La nuit de la tempête. Il fouilla sa mémoire. Il y avait eu des trombes d'eau. Mélusine avait appelé paniqué. À son arrivée, il avait vu 2 voitures accidentées. Il avait jeté un coup d'œil à l'autre, une berline noire, dont l'avant était détruit, mais le siège conducteur, avait-il seulement regardé? Il n'en était plus sûr. La pluie était trop forte. Toute son attention braquée sur Mélusine. Elle frissonnait, pleurait, son maquillage abîmé. Il lui avait donné son manteau et avait dit à son aide de camp de s'occuper de l'autre conducteur. L'aide de camp avait rapporté plus tard que l'autre personne s'était rendue à l'hôpital d'elle-même avec des blessures mineures. Blessures mineures. 37 points. Une rotule éclatée. Elle était restée sous la pluie pendant 20 minutes et elle ne l'avait pas appelée, parce que c'était pendant les heures de service, à cause de la règle que Gauvin avait lui-même instaurée. La main de Gauvin se ferma lentement pour former un point. Ses jointures blanchirent, mais tout aussi rapidement, il la relâcha. Il s'adossa à son siège, ferma les yeux et déglutit difficilement. Puis, il décrocha son téléphone et appela son aide de camp. Le module chirurgical pour le général Vanneau. Lancez la procédure de révision secondaire de la demande. Mon général, une révision secondaire prendra 7 jours ouvrés complets. Je sais. Suivez la procédure. Il raccrocha. Il choisissait toujours la procédure. Parce qu'il était Gauvin Vasseur. Un soldat ne fait d'exception pour personne. C'était le credo selon lequel il vivait depuis 20 ans. Mais il ignorait que certaines choses n'attendent pas. Le 4e jour à 3h17 du matin, le moniteur cardiaque du vieux général émit un long bip continu. La ligne irrégulière s'aplatit en une ligne droite, tel un long soupir de soulagement teinté de fatigue. Crise cardiaque aiguë menant à une défaillance multiviscérale. Si le module de réparation microcardiaque avait été déployé dans les 48 heures, le taux de survie aurait dépassé les 70%. Cette phrase était inscrite dans les notes du médecin sur la dernière page du rapport médical, froide. Objective, en noir et blanc. Comme un jugement final. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. Une fine bruine tombait sur Paris, non pas la méchanceté violente d'un déluge, mais une humidité grise et collante. Le ciel ressemblait à une vieille serviette non essorée pesant sur la cour d'honneur des Invalides. La cérémonie se tenait dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Toute la famille était présente, ainsi que de nombreux vétérans rendant un dernier hommage. Fleurs blanches, brassards, noirs, chants funèbres étouffés, l'air était saturé du poids de la mort. Gauvin arriva en grande tenue de cérémonie bardée de ses médailles. Il se tint près de l'entrée, l'expression solennelle, le dos aussi droit qu'un pin. Son arrivée provoqua un murmure. Après tout, Aélis n'était plus dans le pays, et bien que le divorce ne soit pas officiel, leur mariage était considéré comme terminé dans leur cercle social. Sa présence était un geste de respect pour le vieux général. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Mais au moment où il pénétra dans la nef, il s'arrêta net. Aélis se tenait directement devant le cercueil drapé du drapeau tricolore. Elle avait minci. Ce fut la première chose que Gauvin remarqua.
La ligne de sa mâchoire était plus nette, et ses pommettes portaient un léger hâle doré dû aux rayons UV de la haute altitude. Elle portait un tailleur pantalon noir de coupe stricte, le bouton supérieur de sa chemise fermé. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en une queue de cheval basse, une allure épurée jusqu'à l'austérité. Aucun bijou, aucun maquillage, rien de la douceur veloutée que Gauvin associait à la femme qui avait été son épouse. Elle ressemblait à une lame fraîchement aiguisée. Et elle ne pleurait pas. Tout le monde pleurait. Séraphine était effondrée près du cercueil sanglotant de façon presque incontrôlable. Des parents éloignés se tamponnaient les yeux. Même quelques généraux retraités essuyaient le coin de leurs paupières. Seule Aélis était sèche. Son visage n'était pas tordu par le chagrin. Elle se tenait simplement là, le dos très droit, son regard calmement fixé sur le visage paisible de son grand-père. Un calme qui n'était pas de l'engourdissement mais quelque chose de plus profond, qui avait déjà traversé la tempête du deuil. Gauvin ne la reconnaissait pas. Non, il reconnaissait son visage. Mais l'aura qu'elle projetait, sa posture, la température dans ses yeux, tout avait changé. Il s'avança vers elle. Aélis. Il s'arrêta à 1 mètre derrière elle, sa voix grave s'efforçant d'adopter le ton le plus doux dont il était capable. Aélis, toutes mes condoléances. Le général Vanneau était un homme d'honneur. Élise prit la parole. Sa voix était calme, son ton plat dénué de toute émotion, comme si elle lisait un mémo banal lors d'un briefing opérationnel. Mais cette même platitude fit chuter la température de la cathédrale de plusieurs degrés. Ceci est une cérémonie commémorative. Si vous avez des affaires officielles à traiter, général Vasseur, veuillez vous rendre dans le salon de réception adjacent. Les sourcils de Gauvin tressaillirent. En 5 ans, Aélis n'avait jamais utilisé le vouvoiement ni ce ton avec lui. Même lorsque Gauvin rentrait très tard et la trouvait éveillée, tout ce qu'elle disait, c'était « As-tu mangé? J'ai gardé du potage au chaud pour toi. » À présent, elle l'appelait « Général Vasseur ». Avant qu'il ne puisse réagir, une porte latérale s'ouvrit. Le claquement de talons aiguilles sur les dalles de pierre précéda la personne un rythme léger, presque de manière choquante pour l'occasion. Mélusine apparut dans l'encadrement. Elle portait une robe noire, méticuleusement choisie, avec une taille cintrée, des bas noirs opaques et des escarpins de créateur. Elle tenait un bouquet de lys blanc enveloppé dans du papier onéreux. Son maquillage était subtil, souligné par un unique strass en forme de larme posé au coin de l'œil. Elle semblait tout droit sortie d'un film d'auteur venu offrir ses condoléances. Elle marcha rapidement jusqu'aux côtés d'Aélis, sa voix douce comme le velours. « Aélis, j'ai appris pour votre grand-père. C'est si soudain. Je suis tellement désolée. Si j'avais su que cet appareil était si important, je ne l'aurais jamais au grand, jamais utilisé. » Utilisé pour faire quoi? Aélis se tourna. Elle dépassait Mélusine d'une demi-tête. Lorsque son regard tomba sur le visage de l'actrice, sa façade calme montra enfin une étincelle de température. C'était la température de la glace. La lumière vive, propre et perçante, réfléchie par un lac gelé à moins 40 degrés. Mélusine fit instinctivement un pas en arrière. Pour filmer votre documentaire de propagande, Aélis fit un pas en avant, sa chaussure de ville claquant sèchement sur la pierre de l'église. Ou pour voler la dernière chance de survie d'un homme de 93 ans. Je ne voulais vraiment pas. Les yeux de Mélusine s'empourprèrent aussitôt sa voix, prenant instantanément un timbre nasillard de victime blessée. Comme toute innocente faussement accusée, elle se tourna par réflexe vers l'homme derrière elle. Gauvin, ne le regardez pas. La voix d'Aélis devint tranchante, non par le volume, mais par un vide soudain de chaleur. C'est à vous que je parle. Pourquoi cherchez-vous le regard de quelqu'un d'autre? Elle fit encore un pas en avant. Ou y êtes-vous simplement habitué? Habitué à vous en tirer? Avec n'importe quoi, tant que vous vous tournez vers lui, sachant que quelqu'un vous couvrira. Les lèvres de Mélusine s'entr'ouvrirent. Le strass savamment placé brilla sous les lustres de la cathédrale. Elle serra les lys comme un bouclier. Aélis, je sais que vous êtes en deuil, mais Gauvin et moi, nous n'avons qu'une relation de travail. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec vous pour quoi que ce soit. C'était une performance magistrale, un cas d'école de manipulation passive-agressive. Aélis baissa les yeux sur les lits qu'elle tenait. Des pétales blancs, la couleur des funérailles. Mais la façon dont Mélusine les tenait,
donnait l'impression qu'elle posait pour une séance photo Vogue. Aélis leva la main. Il n'y eut aucun avertissement, aucune montée en puissance. Ce fut rapide, précis et sans la moindre hésitation. La gifle fut propre et nette, atterrissant de plein fouet sur la joue gauche de Mélusine. La force du coup projeta la tête de la jeune femme sur le côté. Une trace de rouge à lèvres s'étira sur sa joue et un filet de sang apparut à la commissure de ses lèvres. Les lys s'éparpillèrent, leurs pétales blancs tombant sur les dalles noires comme les morceaux brisés d'une vulgaire imitation. La cathédrale entière tomba dans un silence de plomb. Les pleurs, les chuchotements, les pas, tout s'arrêta. Des dizaines de pères dieux se braquèrent sur elle. Mélusine porta la main à son visage pétrifié. Les larmes dans ses yeux devinrent soudain réelles nées, non pas de la comédie, mais de la morsure de la douleur et de l'humiliation. « Vous m'avez frappé », balbutia-t-elle, la voix brisée. « Gauvin, elle m'a frappé. » Gauvin s'avança. Aélis. Sa voix était enfin chargée d'une émotion claire de la colère et le sentiment que l'ordre venait d'être violé. C'était une cérémonie commémorative, un événement public d'État, et Aélis venait d'avoir recours à la violence devant l'élite militaire de la nation. Nous sommes à des funérailles aux Invalides. Réalisez-vous ce que vous faites. Aélis se tourna lentement vers lui. Son expression était toujours placide, comme si elle venait d'accomplir une tâche ménagère. Ce que je fais? Elle leva la main qui avait asséné la gifle et examina sa paume légèrement rougie. Je règle une dette. Cette gifle compense le traitement vital dont il a privé mon grand-père. Est-ce suffisant? Sinon, je peux recommencer. Son regard se fixa sur le visage de Gauvin, une légère courbe sur les lèvres, qui n'était pas un sourire, mais l'arc résiduel de quelque chose qui s'était définitivement refroidi. « Êtes-vous peiné, général ?» La gorge de Gauvin se serra. Il ouvrit la bouche pour rétorquer, mais découvrit qu'il n'avait plus de mots. Les yeux d'Aélis étaient trop calmes. Il n'y avait ni colère, ni tristesse, aucune des émotions auxquelles il savait répondre. Elle le regardait comme on regarde un contenant vide, dépouillé de toute valeur. Aélis tira 2 documents de la poche intérieure de sa veste de tailleur. Le premier était la convention de divorce qu'elle avait déjà signée. Le second était la photocopie d'un ordre d'allocation de matériel militaire. Il portait la signature de Gauvin et le tampon officiel du commandement. L'ordre stipulait clairement « Transfert du module de réparation microcardiaque, numéro de série XXX de la réserve stratégique vers la liste d'équipements du projet de soutien au rayonnement culturel. » Aïe! Elle jeta les 2 documents sur le plastron de Gauvin. Les feuilles voletèrent. Par réflexe, Gauvin en rattrapa une. L'autre glissa sur le sol à ses pieds. « Signez l'un des 2 !» dit Aélis d'une voix égale, comme si elle proposait un QCM à un étudiant. « Soit vous signez les papiers du divorce, et nous en finissons avec dignité, soit. » Son regard balaya les visages observateurs dans la nef, les généraux à la retraite, les officiers de haut rang, les officiels du gouvernement. Je soumets l'original de cet ordre d'allocation à l'inspection générale des armées. Laissons-les enquêter pour savoir si l'approbation d'un équipement médical stratégique pour un projet de film non médical respecte vos si chères règles et procédures. La cathédrale était aussi silencieuse que le vide spatial. Mélusine se tenait à l'écart pâle, tenant toujours sa joue. Elle commençait enfin à comprendre la gravité de la situation. Ce n'était pas une amante éconduite, faisant un scandale. C'était un poignard visé précisément sur la jugulaire de la carrière d'un homme. Le visage de Gauvin changea enfin. Ce n'était pas de la colère. Son entraînement l'empêchait de perdre son sang-froid en public. Mais ses pupilles se contractèrent. Il baissa les yeux sur l'ordre qu'il tenait à la main, sur sa propre signature. Il l'avait signé des semaines auparavant, sans y prêter attention. La demande de Mélusine avait été déposée correctement, la procédure suivie. Il n'y avait vraiment pas réfléchi à 2 fois. À ce moment-là, la demande d'urgence pour le général n'avait même pas encore été soumise. Mais le résultat était irréfutable, sa signature avait indirectement tué un homme de 93 ans, Aélis. Sa voix avait retrouvé son aplomb caractéristique, mais une fissure s'était formée dans ses fondations, une brèche profonde qu'il tentait de dissimuler. « Est-ce une menace ?» Aélis secoua la tête. « Je limite mes pertes. » Elle recula d'un pas, créant une distance formelle entre eux. Pendant 5 ans, général Vasseur, sa voix était aussi légère qu'une plume tombante. « J'ai été une ombre.
J'ai été de l'air. J'ai été quelque chose que vous n'aviez jamais besoin de voir. J'en ai assez. Elle glissa la main dans sa poche et en sortit une dernière chose, une photographie et de petits ciseaux pliants. La photo avait été prise il y a 5 ans sur le parvis de la mairie de leur arrondissement parisien. Dessus, elle portait un pull jaune. Pâle, son sourire était doux, ses yeux pleins de lumière. À côté d'elle, Gauvin se tenait légèrement de biais, l'expression glaciale, tel un observateur forcé d'être là par injonction administrative. Un vide de 10 centimètres les séparait, fidèlement capturés par l'objectif. Clac. Les ciseaux coupèrent la photo en deux. Sa moitié à elle, la jeune femme souriante avec la lumière dans les yeux, elle la plia et la remit dans sa poche. La moitié de Gauvin, l'homme froid, qui n'avait rien à voir avec elle, s'échappa de ses doigts. Le fin morceau de papier tourbillonna 2 fois dans la pénombre, avant de se poser silencieusement sur la pierre froide. Le courant d'air créé par le mouvement de l'assistance le poussa dans un coin sombre. Aélis ne le regarda plus. Elle marcha jusqu'au cercueil, se tint devant et s'inclina profondément 3 fois avec le respect militaire dû à son aïeul. Puis, elle se redressa et regarda une dernière fois le visage de son grand-père. « Papy », murmura-t-elle si bas que seul l'air put l'entendre. « Je pars, cette fois pour de bon. » Elle ramassa le vieux sac à dos de randonnée gris-noir qu'elle avait posé sur un banc, passant la bretelle sur son épaule avec la fluidité d'une voyageuse aguerrie. Elle se retourna et s'éloigna. Ses pas étaient assurés son rythme régulier. Le son de ses chaussures sur la pierre résonnait comme un compte à rebours. Elle ne se retourna pas. Les lourdes portes en chêne des Invalides se refermèrent derrière elle, engloutissant sa silhouette. 1 seconde, 2, 3. Gauvin restait figé, la convention de divorce toujours en main. Des dizaines de regards pesaient sur lui, scrutateurs apitoyés, réjouis complices. Il n'en reconnut aucun. Il se pencha très lentement et ramassa la demi-photo sur le sol. L'homme dessus était inexpressif comme un spécimen de laboratoire. Il la plia et la glissa dans la poche de poitrine de sa tunique de cérémonie. Mélusine sanglotait tout près, le nez rouge, ressemblant à un chiot réprimandé. Elle observa prudemment le profil de Gauvin, tendant la main pour effleurer sa manche. « Gauvin, je suis tellement... » « Rentrez chez vous. » Sa voix fut tranchante, la coupant net. La main de Mélusine resta suspendue en l'air. Elle n'avait jamais entendu Gauvin lui parler sur ce ton. 3 jours plus tard, la convention de divorce fut envoyée à un notaire international. Gauvin la signa avec le même stylo-plume qu'Aélis avait utilisé, celui dont le capuchon portait son matricule. Après avoir signé, il remit la plume dans le plumier, éteignit la lampe et resta assis dans l'obscurité. Le bureau n'était éclairé que par les réverbères de l'avenue, allongeant son ombre frêle à travers la pièce comme la silhouette vide d'un homme évidé de l'intérieur. Légalement, c'était terminé. 5 ans étaient devenus une pile de papier. Il pensait que c'était la fin. Il ignorait que ce n'était que le commencement pour lui. 6 ans plus tard, Gauvin Vasseur n'était plus le général de corps d'armée imposant d'alors. Non qu'il ait été rétrogradé. Au contraire, il avait été promu. Une 5e étoile ornait désormais ses galons. Il était général d'armée. Son nouveau bureau, perché au sommet de l'hexagone Ballard, dominait l'ensemble du commandement militaire. Mais assis derrière ce bureau encore plus vaste, il se surprenait à rêvasser de plus en plus souvent. Un homme de 47 ans n'aurait pas dû avoir l'esprit qui vagabonde. Surtout pas lors de briefings de haut niveau. « Mon général, mon général !» La voix du chef d'état-major le ramena de très loin. L'écran de projection affichait une carte de données topographiques complexe. Une zone rouge clignotant près de la frontière sud-est dans le massif du Mont Blanc. Concernant le soutien technique externe pour cet exercice conjoint de recherche et de sauvetage, nous avons reçu l'approbation du ministère, déclara le chef d'état-major en passant à la diapositive suivante. La division Europe Sauvetage de l'ONU détachera une équipe de conseillers de haut niveau auprès de notre commandement pour une période de 3 mois. La conseillère stratégique principale est... L'écran afficha une page de curriculum vitae. La photo était un portrait officiel, veste noire, chemise blanche, cheveux tirés en arrière. Le visage était encore plus acéré qu'il y a 6 ans. Les pommettes et la mâchoire étaient saillantes. La peau burinée d'un hâle sain dû à des années de travail dans des environnements extrêmes. Les yeux étaient brillants comme des étoiles,
qui ne se couche jamais sur les hauts plateaux. Aélis Vanneau, consultante internationale en géologie des environnements extrêmes et haute altitude, experte spécialisée, agence de secours de l'ONU, a dirigé le projet d'alerte au glissement de terrain de l'Annapurna au Népal, a mené l'étude de la zone de faille du glacier Dugde, a coordonné les opérations de sauvetage minier dans les Andes l'année dernière. Code opérationnel Givre. Le chef d'état-major lisait toujours le CV, mais Gauvin ne l'entendait plus. Il fixait la photo sur l'écran. 6 ans. En 6 ans, Aélis était passée du statut de femme mariée, effacée dans un hôtel particulier de Versailles, à une figure tutélaire au sommet de son domaine. Les doigts de Gauvin se resserrèrent inconsciemment. Le stylo qu'il tenait se brisa avec un craquement sec. L'encre noire éclaboussa la table de conférence blanche comme une petite fleur sombre éclatant soudainement. « Mon général !» Le chef d'état-major s'interrompit. Tous les regards convergèrent vers lui. Gauvin baissa les yeux sur le stylo cassé, le mit de côté avec une expression impénétrable et dit « Poursuivez !» Sa voix était assurée. Lui seul savait que les jointures de la main qui avait tenu le stylo étaient d'une blancheur cadavérique. Après la réunion, son aide de camp le suivit dans le couloir. Il hésita un instant avant de prendre la parole. « Mon général, concernant cette conseillère Vanneau, je sais qui elle est. Alors, pour le protocole de réception, le plus haut niveau, trancha Gauvin. Il marqua une pause. Et renseignez-vous sur tout à l'avance. Son emploi du temps, ses préférences d'hébergement, ses restrictions alimentaires. » L'aide de camp hocha la tête, mais hésita de nouveau. Gauvin s'arrêta et se tourna vers lui. « Y a-t-il autre chose ? » « Non, c'est juste que... » L'officier choisit ses mots avec soin. Le contact principal indiqué par l'ONU n'est pas la conseillère Vanneau elle-même. C'est son partenaire Cyprien Elias, PDG du groupe international Elias. Monsieur Elias est également le plus grand donateur privé pour cette division des Nations Unies. L'allure de Gauvin ne changea pas. Compris. Mais ce soir-là, de retour allée des Trianon, oui, il vivait toujours là, 6 ans plus tard. Il resta assis dans son bureau jusqu'à 2 heures du matin. Tout au fond de son tiroir se trouvait une enveloppe ouverte et rouverte un nombre incalculable de fois. À l'intérieur, reposait la moitié d'une photographie, celle de la mairie déchirée en 2. Les bords étaient effilochés, la surface usée par les contacts répétés. Il fixa son propre visage sur la photo froid distant, comme un étranger qui n'avait rien à voir avec la personne autrefois à côté de lui. Il remit la photo dans l'enveloppe, la repoussa au fond du tiroir et s'adossa en fermant les yeux. Dans l'obscurité, il tendit le bras et toucha un point dans le coin supérieur droit du bureau. C'était là que trônait autrefois une petite plante grasse dont Aélis s'occupait. Elle s'était desséchée par manque de soins après son départ et Gauvin avait ordonné à la gouvernante de la jeter. Mais la légère marque circulaire laissée sur le bois verni était toujours visible. 6 ans. Et la marque persistait tout comme chaque autre trace du passage d'Aélis. Il avait cru que le temps les effacerait. Au contraire, il les avait creusés, rendus plus nets, comme le tissu cicatriciel d'une vieille blessure se durcissant avec les années. 3 jours plus tard, l'équipe d'Aélis atterrit sur la base de Chamonix. Gauvin était censé les accueillir sur le tarmac. Selon le plus haut protocole, l'accueil en personne par le général d'armée était de mise, mais il avait hésité. Il ignorait en quelle capacité il devait lui faire face. Ex-mari officier, supérieur étranger. Finalement, il choisit d'attendre dans la grande salle de crise du commandement des opérations. À travers les baies vitrées, un hélicoptère estampillé. Intervention d'urgence de l'ONU descendit lentement. Le souffle des pales balaya la neige du tarmac dans un halo de lumière éclatant. La porte de la cabine s'ouvrit. La première personne à en descendre fut un homme. Grand, quelques centimètres de plus que Gauvin, avec des épaules larges et athlétiques. Il portait une veste technique bleu marine ouverte sur le torse pour révéler un col roulé anthracite. Ses traits étaient francs, presque sculpturaux, avec un front haut et une mâchoire carrée. Mais c'était son aura qui frappait, le plus calme posé, sans une once d'agressivité, possédant pourtant un poids silencieux qui forçait le respect et l'espace. Cyprien Elias, fondateur et PDG de Elias International, 39 ans milliardaire, avec des actifs dans l'industrie minière, les nouvelles énergies
et l'aérospatiale. Également le plus grand donateur individuel de la division de secours de l'ONU, avec des dons cumulés de 1,4 milliard d'euros sur les 6 dernières années. Toutes ces informations figuraient dans le dossier de l'aide de camp. Ce que le dossier ne mentionnait pas, c'était la nature de sa relation avec Aélis. Après avoir touché le sol, Cyprien ne s'éloigna pas. Il se retourna et tendit la main vers la porte de la cabine. Non pas pour l'aider à descendre, mais comme un geste signifiant « Je suis là si tu as besoin de moi ». Puis Aélis apparut. Elle portait une veste d'alpinisme technique noire, sur un soupul blanc, un pantalon tactique gris foncé et des chaussures de marche usées. Aucun bijou, aucun accessoire superflu. Ses cheveux étaient plus courts, désormais coupés aux épaules. Et lorsque le vent glacial les rejeta en arrière, ils dévoilèrent un visage net et résolu. Elle ne prit pas la main de Cyprien, mais après avoir sauté à terre, elle le regarda et ses lèvres bougèrent légèrement. C'était un sourire à peine esquissé, une expression que seuls eux deux pouvaient comprendre. Gauvin se tenait derrière la vitre, observant la scène. Sa main reposait sur le montant en acier de la fenêtre, ses doigts tapotant 2 fois le métal, selon un rythme erratique et silencieusement inconscient. 10 minutes plus tard, la porte de la salle de crise s'ouvrit. Aélis entra la première. Ses yeux balayèrent la pièce, la table ronde, le projecteur, le buffet, les fenêtres pour finalement atterrir sur Gauvin. Le regard s'attarda pendant 0,3 secondes avant de glisser plus loin, comme si elle venait de remarquer un élément du mobilier. Ce regard de 0,3 secondes frappa Gauvin comme une balle d'un tireur d'élite. Non pas parce qu'elle l'avait regardé, mais par la façon dont elle avait détourné les yeux. C'était si naturel, comme si le général Gauvin Vasseur n'avait jamais existé dans son champ de vision. « Conseillère Vanneau, bienvenue », l'accueillit chaleureusement l'aide de camp. « Voici notre chef, le général Vasseur. »« Je sais », répondit Aélis d'un ton purement professionnel. « Général Vasseur, ravi de vous rencontrer. Je suis la conseillère technique principale pour cet exercice conjoint. J'ai hâte de collaborer avec vos troupes au cours des 3 prochains mois. » Elle lui tendit la main. L'étiquette mondaine classique pour une rencontre officielle. Gauvin fixa cette main. Il s'en souvenait. Cette main l'avait bordé d'innombrables nuits, lui avait versé de l'eau tiède, lors de ses crises gastriques, avait légèrement tremblé en signant son propre nom le jour de leur mariage. À présent, elle était ferme, sèche, dotée de jointures solides et de callosité, sur la pulpe des doigts stigmates des années passées à manier des cordes d'escalade. Il tendit la sienne et la serra. « Conseillère Vanneau, » dit-il, la voix parfaitement maîtrisée. « Cela fait longtemps. » Au mot, cela fait longtemps les cils d'Aélis papillonnèrent. Mais ce fut tout. Elle retira sa main et se tourna. « Voici Monsieur Elias de Elias International, le coordinateur général de notre équipe. » Cyprien s'avança et tendit la main. Son ton était chaleureux mais d'égal à égal. « Général Vasseur, un plaisir. » La poignée de main entre les 2 hommes fut brève, moins de 2 secondes. Mais dans ce laps de temps, une force silencieuse et palpable entra en collision entre leurs paumes. Après avoir lâché sa prise, Cyprien fit naturellement un demi-pas en arrière, non pas pour se tenir derrière Aélis, mais à côté d'elle. Le positionnement envoyait un message clair. Nous sommes des partenaires d'égal à égal. Il n'y a pas de hiérarchie. Gauvin le remarqua. Il remarqua aussi la façon dont Cyprien regardait Aélis. Ce n'était ni possessif, ni ostentatoire, pas même intensément passionnel. C'était juste une observation bienveillante, douce et constante. Le regard d'un homme qui sait que vous êtes puissante et qui veut juste être là pour vous voir briller. Gauvin n'avait jamais regardé Aélis de cette manière. La réunion commença et Aélis prit les commandes. Elle ouvrit son ordinateur et un modèle géologique en 3D de la région frontalière du Mont-Blanc apparut à l'écran. Structures rocheuses, lignes de failles, taux de fonte des glaciers, zones d'éboulement potentiel. Chaque couche de données était marquée avec une précision centimétrique. La zone centrale de cet exercice se situe entre 3500 et 4500 mètres d'altitude, dit-elle, la voix froide, le rythme parfait. Cette région a subi 7 événements géologiques d'échelle variable au cours des 3 dernières années, dont 3 ont causé des pertes humaines. D'après nos données de surveillance, elle passa à la diapositive suivante pointant une courbe rouge. La couche de pergélisol ici
se dégrade à un rythme de 80 cm par an. Une fois que la profondeur de fonte dépassera le seuil critique, la paroi entière de la montagne subira un glissement massif dans les 48 heures. Mon équipe effectuera un scan géologique complet et déploiera des nœuds d'alerte sous 3 semaines. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, pas la moindre trace de fausse humilité. Elle ne présentait pas un plan, elle annonçait une décision. La douzaine d'officiers supérieurs présents dans la salle écoutaient en silence, non pas à cause de son titre, mais parce que la profondeur et la dimension de ces données dépassaient tout ce qu'il pouvait produire. C'était une domination intellectuelle absolue. Gauvin, assis en bout de table, regarda les paramètres géologiques complexes sur l'écran, puis Aélis, qui se tenait à côté. La lumière du projecteur créait des ombres mouvantes sur son visage, la faisant ressembler à une sculpture piégée dans un halo de lumière. Il y a 6 ans, elle était sa femme. Une femme qui infusait son thé à 82 degrés Celsius, réduisait sa garde-robe dans le plus petit coin du dressing et se pliait à la moindre clause de leur accord. Aujourd'hui, elle se tenait au point culminant de cette pièce, parlant un langage qu'il ne comprenait pas, définissant un domaine qu'il ne pouvait pas contrôler. Après la réunion, tout le monde sortit à l'exception de Gauvin. Il rangea ses dossiers, ses gestes plus lents que d'habitude. Il attendait. Finalement, seuls lui et Aélis restèrent dans la salle. Elle rangeait son ordinateur et ses disques durs avec une efficacité redoutable. « Aélis, commença-t-il. » Sa voix était beaucoup plus basse que pendant la réunion, avec une pointe de sondage qu'il ne remarqua même pas lui-même. Aélis ferma la housse de son ordinateur et leva les yeux vers lui. « Général Vasseur, avez-vous des instructions ?»« Général Vasseur, pas Gauvin. » Un titre formel et lointain. « J'aimerais vous parler en privé, » dit-il en faisant 2 pas vers elle. « À propos de ce qui s'est passé à l'époque ?»« Général, » l'interrompit Aélie. Elle passa la sangle de son sac sur son épaule et se tint droite, son regard à la même hauteur que celui de Gauvin. Ce n'était ni un regard de défi, ni de soumission. C'était parfaitement plat. S'il s'agit d'une affaire officielle, veuillez contacter l'adresse mail de coordination de mon équipe. S'il s'agit d'une affaire privée, elle pencha légèrement la tête, un geste d'évaluation détaché, comme si elle soupesait une variable indigne de son temps. Veuillez prendre rendez-vous avec mon cabinet d'avocat. Votre temps est précieux. Elle marqua une pause. Le mien l'est davantage. Sur ces mots, elle se retourna et se dirigea vers la porte d'un pas ferme et le dos droit. En passant, la distance entre eux fut inférieure à 50 cm. Elle ne portait aucun parfum, juste l'odeur pure de la haute montagne et du vent froid. Gauvin resta figé, observant son dos disparaître dans le couloir. Ce ne fut qu'une fois le bruit de ses pas totalement évanoui qu'il réalisa que le stylo de rechange qu'il serrait était glissant de sueur. Cette nuit-là, Gauvin resta dans son bureau jusqu'à 23h. Il ne travaillait pas. Il lisait le CV public d'Aélis, couvrant les 6 dernières années compilées par son aide de camp. 2020. Stagiaire, consultante en géologie base, de formation internationale de l'UCLA Népal. 2020. Et un certifié experte par l'Agence de secours de l'ONU, devenant la plus jeune conseillère géologue accréditée. 2022. Directrice du projet d'alerte de l'Annapurna, prédisant une catastrophe et sauvant 200 vies. Félicitations spéciales du secrétaire général de l'ONU. 2023, chef de l'étude de la faille du G2. A gravi le camp de base à 5150 mètres, pour des prélèvements seules femmes expertes, à accomplir la collecte intégrale en solo. 2024. Directrice technique du sauvetage minier dans les Andes. Commande une flotte de drones dans une mine effondrée à 600 mètres de profondeur. 120 mineurs évacués, 0 victime. 2025. Promue conseillère stratégique principale pour l'Europe et l'Asie de l'ONU. Chaque ligne était un exploit concret, sans aucune trace de favoritisme lié au nom de sa famille. En réalité, depuis son départ de France, Aélis n'avait plus jamais utilisé les relations associées à son nom de jeune fille. Elle était arrivée là par ses propres moyens, en partant avec un vieux sac de randonnée. Gauvin éteignit l'ordinateur et s'assit dans l'obscurité pendant un long moment. Puis il alluma son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à un numéro marqué invalide, Aélis Vanneau. La ligne était résiliée depuis 6 ans, mais il ne l'avait jamais supprimée. Il fixa le nom pendant 30 secondes, puis verrouilla l'écran.
À la réunion de coordination du lendemain matin, l'équipe d'Aélis arriva à l'heure. Elle portait un coupe-vent noir sur un t-shirt thermique gris foncé. Ses cheveux étaient retenus par un bandeau dégageant entièrement son visage et la ligne puissante de son cou. Pas de bijoux, seulement une montre de plein air renforcée affichant l'altimètre et le baromètre. Son équipe de 6 personnes venant de 5 pays différents communiquait dans un mélange de français, d'anglais et de népalais. Aélis passait d'une langue à l'autre avec la facilité de la respiration. Gauvin était assis en face d'elle, l'observant expliquer une déviation de données à un ingénieur français en utilisant un vocabulaire technique affûté. L'ingénieur Léandre venait des Alpes, mais l'accent d'Aélis portait le rythme pratique et tranchant des hauts plateaux sans un mot de trop. Gauvin réalisa soudainement qu'en 5 ans de mariage, il n'avait jamais su qu'Aélis parlait couramment d'autres langues. Non, il n'avait simplement jamais posé la question. À mi-chemin de la réunion, Cyprien Elias entra. Il était habillé, plus nonchalamment aujourd'hui, d'un pull noir dont les manches étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés et une discrète montre Patek Philippe. Il portait 2 tasses de café. « Aélis » dit-il en marchant jusqu'à elle et en posant une tasse devant elle. « Double expresso, très peu de sucre. Tu n'as encore rien avalé aujourd'hui. » Aélis était concentrée sur une courbe de données à l'écran et ne leva même pas les yeux. Elle attrapa la tasse et prit une gorgée. « Trop chaud », dit-elle. Cyprien reprit immédiatement la tasse, la remua avec une cuillère, souffla dessus et la lui rendit. Mieux. L'interaction était si naturelle que les autres membres de l'équipe ne clignèrent même pas des yeux. C'était clairement une routine familière. Le regard de Gauvin passa de ses dossiers à la tasse de café, puis à la main de Cyprien, qui s'était posé un instant sur le dossier du fauteuil d'Aélis avant de s'en écarter. Le placement de cette main était aussi précis qu'une déclaration « Je suis là, mais je ne franchirai pas tes limites ». Gauvin se souvint brutalement que durant tout leur mariage, il n'avait jamais rien apporté à Aélis. Pas un café, pas un petit déjeuner, pas même un verre d'eau. Cela n'avait jamais été nécessaire. Aélis était toujours celle qui pourvoyait, mais Cyprien avait inversé les rôles. Double expresso, très peu de sucre. Il connaissait même ses préférences de café. Après la réunion, Gauvin interpella Cyprien. « Monsieur Elias, un mot. » Cyprien se retourna, puis fit un signe de tête vers Aélis, comme pour dire « Je reviens tout de suite ». Aélis ne réagit pas, ne leva pas les yeux. Les 2 hommes se tinrent près de la fenêtre au bout du couloir, avec vue sur les bâtiments alpins de la caserne. « Monsieur Elias », commença Gauvin le ton professionnel mais pesant, « quelle est la nature de votre relation avec Aélis Vanneau ?» Cyprien se tourna face à lui. Il avait 2 ans de moins que Gauvin, mais son regard portait la confiance tranquille d'un chef d'expédition aguerri. Il n'éluda pas la question, ni ne montra d'hostilité. « Laquelle des réponses souhaitez-vous entendre ?» demanda-t-il d'un ton doux. « La réponse publique ou la privée ?»« La privée. Alors ma réponse est, » dit Cyprien, la posture détendue, les mains dans les poches, « que je la courtise. » Mais elle n'a pas encore dit oui. Les yeux de Gauvin s'assombrirent. Cyprien continua semblant l'ignorer. « Je la connais depuis des années. Depuis la première fois que je l'ai vue diriger une évacuation lors d'un blizzard sur l'Annapurna. Ce jour-là, elle a porté un sac d'équipement de 30 kilos sur 5 kilomètres. Son ancienne blessure au genou gauche a lâché sur la glace. Elle a juste resserré la sangle de son pantalon et a continué à marcher. Je me suis dit à ce moment-là. » Il marqua une pause, un léger sourire sur les lèvres. « Cette femme n'a besoin de personne. Mais si un jour elle autorise quelqu'un à se tenir à ses côtés, cet homme sera très très chanceux. » « L'ancienne blessure à son genou gauche, » répéta Gauvin. « Oui. » Le regard de Cyprien se posa sur son visage pendant 2 secondes, cherchant la confirmation de quelque chose. Elle ne parle jamais de la façon dont elle se l'est faite. J'ai cherché. Le rapport médical initial mentionnait une ancienne blessure sportive. Mais c'est le traumatisme massif dû à un accident de voiture il y a 6 ans qui a failli la rendre infirme. Le couloir resta silencieux pendant 3 interminables secondes. Cyprien détourna le regard, fit 2 pas vers la salle de conférence, puis s'arrêta et se retourna. Général Vasseur, sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était cristallin. « J'ignore ce qui s'est passé entre vous et elle, mais je veux vous dire une chose. En 6 ans, elle n'a jamais prononcé votre nom. Pas une seule fois.
Il s'éloigna d'un pas tranquille, aussi composé que toujours. Gauvin resta planté dans le couloir, observant le dos de Cyprien disparaître à l'angle. Le vent d'altitude faisait bruisser les pins à l'extérieur, un son ressemblant au murmure de l'eau par une lointaine nuit de pluie, pas une seule fois, comme s'il n'avait jamais existé, comme si ces 5 années n'avaient jamais eu lieu. La main de Gauvin glissa dans la poche de son uniforme, le bout de ses doigts effleurant le papier doux de la demi-photo qu'il portait depuis 6 ans. Il retira sa main et marcha vers son bureau provisoire, le dos raide, l'allure constante. Mais une fois entré, après avoir fermé la porte, il resta derrière pendant 10 pleines secondes, parfaitement immobile. Puis il s'assit à son bureau. Il alluma l'ordinateur, l'écran, affichant toujours le CV de la veille. Il le ferma, l'ouvrit de nouveau, et le referma encore. Finalement, il ne fit rien. Il resta juste là dans la pièce vide, écoutant le son de sa propre respiration, un souffle après l'autre, comme les 917 secondes qu'Aélis avait comptées cette nuit de tempête 6 ans auparavant. Le désastre frappa lors de la 3e semaine en pleine nuit. Aélis l'avait pressenti la veille au soir. Les courbes de données des capteurs 7 AS12 avaient montré un bond collectif et simultané autour de minuit. Ce n'était pas un glissement graduel, mais un pic semblable à une falaise comme une fibrillation sur un électrocardiogramme. Elle fixait la ligne rouge qui fluctuait sauvagement sur l'écran, ses pupilles contractées. « Léandre » dit-elle d'une voix basse mais rapide. « Affiche les données de déplacement en profondeur pour les balises 9 et 11. » L'ingénieur français tapa une série de commandes. 3 secondes plus tard, 2 ensembles de données se superposèrent sur le même axe. Les courbes étaient presque identiques, leur pente vertigineuse. La couche de pergélisol s'est dégradée de 30 cm au cours des 6 dernières heures, balbutia Léandre. C'est 37 fois le rythme normal, acheva Aélis. Elle se leva et attrapa la radio sur le bureau. Écoutez-moi tous, crépita sa voix sur le canal opérationnel, atteignant tout le campement. Ceci n'est pas un exercice. Le pergélisol dans le quadrant S7, S12, subit une dégradation accélérée. Nous estimons qu'il atteindra le seuil critique d'ici 12 à 18 heures. Une fois ce seuil franchi, elle s'arrêta une fraction de seconde. Toute la paroi de la montagne subira un glissement catastrophique. Volume estimé, plus de 2 millions de mètres cubes. La trajectoire d'effondrement inclut notre camp, l'avant-poste militaire des chasseurs alpins et la route départementale au pied du massif. Le canal fut silencieux 3 secondes, puis explosa en une cacophonie de voix. Aélis ne leur laissa pas le temps de discuter. Équipe 1. Activez tous les nœuds d'alerte immédiatement. Donnez en temps réel vers le centre de commandement. Équipe 2, flotte de drones en l'air, scan 3D de la zone de glissement. Équipe 3. Elle jeta un regard à Léandre. Tu viens avec moi. La sonde profonde du capteur S9 est peu. Être bloquée par un mouvement de terrain. Les données pourraient être faussées. Je dois me rendre sur place pour confirmer. Maintenant, Léandre regarda la fenêtre sombre. Nous sommes à 3800 mètres. Il fait nuit noire. Et le vent, je sais. Aélis enfilait déjà sa parka de haute montagne. 60 secondes plus tard, Cyprien apparut à la porte de la station de surveillance. Il était en tenue d'expédition complète, un kit médical et une bouteille d'oxygène de secours sur le dos. Il ne demanda pas où Aélis allait, ni ce qu'il pouvait faire. Il resta juste là, ses yeux évaluant la condition d'Aélis, et posa une seule question. « As-tu pris ton attelle pour le genou ?» Aélis tapota son genou gauche. « Oui, allons-y. » Tous deux disparurent dans la nuit. La nouvelle parvint au bureau de Gauvin 15 minutes plus tard. L'appel de l'officier de garde le tira d'un sommeil léger. Il jeta un œil à l'horloge 2h47 du matin. « Mon général, la conseillère Vanneau a émis une alerte d'urgence absolue. Le quadrant S7, S12, présente un risque critique d'éboulement massif dans les 12 prochaines heures. La zone d'impact inclut notre avant-poste et la route départementale. Elle exige une évacuation immédiate. » Gauvin fut complètement réveillé en 2 secondes. « Combien d'hommes à l'avant-poste » 37 chasseurs alpins, en faction plus une équipe de soutien aux transmissions de 12 hommes. 49 au total. Et la route, un convoi de ravitaillement est en train de passer. 18 véhicules lourds, environ 60 chauffeurs et personnel de soutien. Quel est le plan d'évacuation ?
L'équipe de la conseillère Vanneau le finalise actuellement, mais elle-même. L'officier hésita. Elle est montée sur la montagne à 2-0. Elle a dit devoir atteindre le capteur S9 pour une confirmation des données in situ. Gauvin nouait déjà ses rangées. Elle est montée, combien de personnes avec elle? 3. Elle, un ingénieur français, et Cyprien Elias. Les mains de Gauvin s'arrêtèrent une fraction de seconde sur ses lacets. Puis il se leva et sortit à grandes enjambées. Informer le centre de commandement de déclencher le plan rouge. Tous les hélicoptères disponibles en alerte. Le personnel de l'avant-poste commence l'évacuation sur le champ. Il poussa la porte coupe-feu du couloir, frappé par une bourrasque glaciale, et déployait une équipe de recherche et sauvetage sur la montagne. Suivez l'itinéraire d'Aélis. Mon général, vous voulez dire? C'est moi qui la dirigerai. Le haut plateau alpin, à 3 heures du matin, était un autre monde. La température avait chuté à -20 et 1 degré Celsius, avec des vents soufflant à 50 km/h. La peau exposée gèlerait en moins de 30 minutes. La visibilité était inférieure à 50 mètres. Le ciel était sans étoiles, une lourde couche de nuages gris, pesant comme un bol retourné. Aélis ouvrait la marche la lampe frontale, perçant les ténèbres, illuminant le terrain perfide fait de roches instables et de terre gelée. Chaque pas exigeait un placement ultra précis. La croûte dure du pergélisol pouvait s'effondrer à tout instant, révélant la boue molle en dessous. Son genou gauche commença à irradier d'une douleur sourde et persistante, une compagne familière des 6 dernières années. Chaque impact réveillait le tissu cicatriciel. Telle une pointe rouillée enfoncée dans sa chair sur laquelle on taperait doucement. Elle ne ralentit pas. Léandre suivait à 2 mètres, la respiration déjà saccadée. La combinaison de l'altitude et du froid glacial réduisait l'oxygène de moitié. Bien qu'ayant grandi dans les Alpes, ses lèvres bleuissaient. Cyprien fermait la marche. Il n'avait pas l'entraînement scientifique des 2 autres, mais son rythme restait constant. Sa respiration était plus lourde, les lèvres serrées sous son masque en néoprène de fines perles de sueur gelée se formant sur son front. Il n'avait pas pris de retard. Après 40 minutes, Aélis s'arrêta brusquement. Elle s'accroupit, sa lumière braquée sur le sol. Une fissure était apparue dans le pergélisol. Elle ne faisait que 3 cm de large, mais courait horizontalement à travers la paroi. Selon son jugement d'experte, cela signifiait que la tension interne de la montagne se redistribuait prélude à l'effondrement. « Ça vient plus vite », murmura-t-elle. « Plus vite que mon estimation. » Elle sortit son téléphone satellite et appela le commandement. « Ici Vanneau. Fissures de surface visibles au site S9. Révision de ma précédente estimation, la fenêtre critique est désormais de 8 heures et non 12. Je répète, 8 heures. Toutes les évacuations doivent être terminées dans les 6 heures. » Elle raccrocha et poussa en avant. Le capteur S9 se trouvait sur une corniche rocheuse à 3950 mètres d'altitude, juste au-dessus d'un mur de glace presque vertical de 15 mètres. Normalement, il fallait un détour de 40 minutes par une pente douce. Il n'avait pas ces 40 minutes. Aélis se tint au pied du mur de glace, regarda en l'air une seconde, puis sortit un piolet et un harnais de son sac. « Je monte », déclara-t-elle d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Léandre, tu restes ici et tu réceptionnes les données. Cyprien… » Elle se tourna vers lui. Cyprien ajustait son sac. Il leva les yeux, le visage recouvert d'une fine couche de givre, seuls ses yeux calmes et chaleureux étaient visibles. « Je suis là », dit-il. Aélis le regarda, ses lèvres bougeant imperceptiblement. Dans ce froid extrême, les expressions faciales étaient gommées, mais Cyprien la vit. C'était une brève étincelle de gratitude, une confirmation qui disait « Je suis contente que tu sois là. »« Gère ma corde », dit Aélis. « Compris. » Aélis commença l'ascension. Le son métallique du piolet mordant la glace était aigu et rythmé dans la nuit comme un battement de cœur régulier. Ses mouvements étaient précis et fluides. Son genou gauche hurlait de douleur à chaque poussée ascendante, mais elle serrait les dents compartimentant la souffrance. 8 minutes plus tard, elle atteignit la corniche. Le capteur S9 était là, un cylindre de métal profondément enfoui dans la terre. L'antenne était couverte de glace, mais il fonctionnait. Aélis s'accroupit et ouvrit le panneau de données.
Les chiffres étaient encore plus alarmants qu'au campement. Les données n'étaient pas faussées. La situation était pire qu'elle ne l'avait craint. Elle brancha un disque dur portable et téléchargea les dernières 24 heures. Puis elle se releva. Dans l'obscurité, elle sentait le sol bouger sous elle, un mouvement lent, lourd, inarrêtable. Elle jeta un œil à sa montre 4:12. Elle devait descendre. Elle confirma le transfert par radio à Léandre, puis entama la descente. Descendre était toujours plus dangereux. La glace avait développé des microfractures. À environ 4 mètres du sol, un bloc de glace de la taille d'un ballon de basket se détacha emportant son pied d'appui gauche. Son corps perdit son soutien et chuta lourdement avant que la corde de sécurité ne se tende brutalement lui cisaillant la taille. La force de la chute fila le long de la corde. Les mains de Cyprien arc-boutées contre le rocher agrippèrent le cordage de toutes ses forces. De la fumée s'éleva de ses gants en cuir synthétique alors que la corde les brûlait, mais il ne lâcha pas. « Ah Élise, je vais bien. » Sa voix venait d'en haut, incroyablement stable. La glace est friable sur la gauche. Je prends une autre ligne. 3 minutes plus tard, elle toucha le sol. Cyprien s'avança pour vérifier son harnais. Alors qu'il déclipsait le mousqueton, ses doigts tremblaient de manière incontrôlable. Aélis le vit. Elle ne dit rien. Une fois le harnais retiré, elle tendit la main et serra le poignet de Cyprien pendant moins d'1 seconde. Dans cette fraction de seconde, le souffle de Cyprien se bloqua. Puis Aélis le relâcha, se tourna vers Léandre et dit « On y va ». 15 minutes après le début de leur descente, une ligne de lampe frontale apparut en contrebas, grimpant la montagne comme un chapelet de lucioles. C'était l'équipe de secours militaire. En tête se trouvait Gauvin. Il était en équipement de combat alpin, son masque tactique abaissé sous le nez. Sa lampe torche surpuissante fendait l'obscurité comme une lame. Les 2 groupes se croisèrent à flanc de montagne. Le faisceau de Gauvin trouva Aélis en premier. Elle se tenait sur la pente, déboulit sa veste couverte de glace, et debout le visage gercé par le froid. L'attelle de son genou gauche était déchirée. Elle paraissait éprouvée, mais elle se tenait droite, les yeux clairs. Conseillère Vanneau. La voix de Gauvin fut à moitié avalée par le vent, mais son autorité inébranlable demeurait. Quelle est la situation? Pire qu'estimée. La réponse d'Aélis fut d'une efficacité brutale. Nous avons environ 6 heures. Les données de SNUF sont confirmées. L'avant-poste et la route doivent être dégagés dans les 4 heures. L'évacuation de l'avant-poste est en cours, déclara Gauvin. Mais le convoi sur la départementale a un problème. 3 camions lourds se sont mis en portefeuille sur une plaque de verglas dans le défilé. Ils attendent une dépanneuse. Il n'y a pas le temps, Aélis secoua la tête. Le défilé sera la première zone rasée quand le glissement commencera. Ils doivent abandonner les véhicules et évacuer à pied. Ces camions transportent des équipements stratégiques cruciaux. Les vies humaines sont plus importantes que le matériel. Aélis le coupa son ton calme, mais porteur d'une force supérieure à n'importe quel ordre martial. Général Vasseur, vous devriez pourtant connaître l'ordre des priorités mieux que personne. Gauvin resta silencieux pendant 2 secondes. Puis, il porta la radio à ses lèvres. À toutes les unités du défilé, écoutez-moi. Abandonnez tous les véhicules sur le champ. Tout le personnel évacue à pied vers la zone de sécurité désignée. Je répète, abandonnez les camions immédiatement. Une confirmation crépita en retour. Aélis hocha la tête et se remit en route vers la vallée. Gauvin emboîta le pas à côté d'elle, un demi-pas en retrait et sur sa droite. C'était une position instinctive. Il remarqua l'hésitation presque imperceptible dans la démarche d'Aélis à chaque fois que sa jambe gauche touchait le sol. La vieille blessure d'il y a 6 ans. « Votre jambe » commença-t-il. « Ça n'entrave pas ma progression » répondit Aélis sans tourner la tête. « Je peux appeler un hélicoptère pour vous. Les hélicoptères sont pour l'évacuation des troupes. Je peux marcher. » Elle accéléra le pas. Gauvin regardait son dos mince mais puissant, une lame mouvante dans l'obscurité. Il se remémora une scène lointaine, une nuit d'hiver, 5 ans plus tôt. Il était rentré tard d'une mission d'urgence pour trouver la lumière du salon allumée. Aélis s'était endormi sur le canapé, son exemplaire abîmé du traité de géologie sur les genoux. Son visage était doux dans la lumière chaude. Sur la table basse, un bol de bouillon refroidi. À l'époque,
Gauvin avait simplement éteint la lumière et était allé dans son bureau. Il ne l'avait pas couverte d'un plaid, ne l'avait pas réveillée, n'avait même pas emporté le bol à la cuisine. Il s'était simplement dit « Si elle veut attendre, c'est son problème. Aujourd'hui, sur ce plateau, gelé à 3500 mètres d'altitude, en regardant le dos d'Aélis s'éloigner de lui. Il ressentit une envie intense, suffocante, de courir après elle, d'attraper sa main, de dire quelque prends chose, mais il ne savait pas quoi dire. Pardon, reviens. J'avais tort. Tout cela semblait pathétique et ridicule face à cette femme. Elle n'avait plus besoin de rien de tout cela. Elle avait marché trop loin, parcourant une distance que 6 années de regrets ne pourraient jamais espérer combler. Avant l'aube, tout le personnel avait été évacué en sécurité. À 9h14, la montagne s'effondra. Aélis se tenait au point d'observation, regardant aux jumelles la pente qu'elle venait de traverser s'affaisser. Plus de 2 millions de mètres cubes de terre et de roches rugirent vers la vallée, comme un dragon libéré engloutissant les sites des capteurs, l'ancien avant-poste et les 3 camions abandonnés sur la route. Le vacarme dura 4 minutes, projetant un nuage de poussière à des centaines de mètres dans les airs, prenant une étrange teinte dorée sous le soleil matinal. Puis, le silence. Aélis baissa ses jumelles et prononça 4 mots dans sa radio, « 0 victime humaine confirmée ». Des acclamations éclatèrent dans le centre de commandement. Elle éteignit la radio, retira sa lampe frontale et resta immobile un instant. Le soleil d'altitude projetait son ombre sur le sol rocailleux. C'était une petite ombre, mais ses contours étaient nets et forts. Cyprien marcha jusqu'à ses côtés et lui tendit un gobelet de thé chaud au gingembre. « Bois ça !» Elle le prit et but. La chaleur se diffusa de sa gorge jusqu'à son estomac. « Merci, dit-elle. C'était sincère. » Cyprien ne parla pas. Il resta juste à côté d'elle, observant silencieusement le flanc de la montagne remodelée. Leurs 2 ombres s'allongeaient côte à côte sur le sol, parfaitement synchronisées tels 2 arbres aux racines entremêlées. À 50 mètres de là, près du véhicule de commandement blindé, Gauvin vit tout. Il vit la tasse de thé. Il vit les ombres parallèles. Il vit les yeux d'Aélis se plisser légèrement, alors qu'elle buvait une expression de chaleur, de relaxation et de confiance absolue. Il se retourna, monta dans son véhicule et referma la lourde portière. L'habitacle était silencieux. Il glissa la main dans la poche de poitrine de son uniforme. La demi-photographie était toujours là. Il ferma les yeux. Dans l'obscurité, il ne pouvait entendre que le son de son propre cœur. Boum, boum, boum. Chaque battement était une douleur fulgurante comme un clou. Un vieux clou rouillé, enfoui profondément dans sa chair depuis 6 ans, qui commençait enfin à tourner.